demanderai donc, vous connaissez presque tout le monde, à Christophe, Benoît, Alan et Olivier qui vient enrichir cette table ronde de nous rejoindre. Alors peut-être Olivier, tu n'as pas eu l'occasion encore de te présenter à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Bon, bonjour à tous, donc je suis Olivier Rajman, je suis directeur commercial de l'éditeur DocuWare qui édite des logiciels de GED et de workflow. Et on parlera de sécurité, je crois, tout à l'heure à propos cette fois des documents. Très bien, merci. Donc le sujet qui... Ah, un problème technique, Alan? Ok, le sujet que nous allons travailler là maintenant, c'est la collaboration en mode sécurisé. C'est vrai que le champ de la collaboration s'est énormément étendu. Il couvre maintenant, on a parlé longuement tout à l'heure de M365, mais il y a plein d'outils collaboratifs qui se sont développés et dans le cadre du télétravail qui vraiment ont explosé. Donc Alan, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que je peux en dire globalement, c'est que le collaboratif, certains me disent oui, c'est un usage nouveau. Non, il n'est pas nouveau. On a tous fait du collaboratif en fait avant le télétravail, chacun allant dans une salle de réunion pour adresser un projet ou des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on faisait déjà en fait par le passé. Aujourd'hui, c'est simplement que le télétravail a imposé de pouvoir mettre à disposition des collaborateurs des outils qui permettent effectivement à ceux-ci de continuer à travailler ensemble, parce que le collaboratif, c'est bien ça, c'est bien de travailler ensemble, au travers, par exemple, des solutions comme on a évoqué, de type Teams ou autres. Mais ça ne s'arrête pas juste à ça, c'est-à-dire que le collaboratif, c'est pas juste de faire une visio ou des choses comme ça. Avant, quand vous échangiez des données, des fichiers avec les autres collaborateurs de l'entreprise, vous pouviez le faire au travers, par exemple, des partages réseau, des choses comme ça qui étaient mis à disposition dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est comment je peux finalement continuer à partager de l'information avec les autres collaborateurs tout en étant à l'extérieur de l'entreprise. Benoît, tu me disais que toi, tu avais noté des stats, des chiffres. Alors, sur pour le coup, on a connu cette expérience Covid a imposé son timing. Et tout à l'heure, j'abordais cette problématique qui est un sujet, un mot relativement à la mode de transformation digitale. Et il se trouve que factuellement, on a parlé sur cette année-là de révolution digitale dans le sens où on a avancé sur nos outils collaboratifs. Finalement, on a fait en un an le chemin que le Gartner avait prévu qui serait fait en 5 ans. La crise a imposé son timing et on a été obligé. On sait bien que la politique du changement est toujours quelque chose de complexe, ça prend du temps. Là, le timing a été imposé et donc ça s'est fait excessivement rapidement. Donc vraiment, les outils ont explosé, les usages ont explosé, que ce soit évidemment sur Teams, sur Zoom. Et effectivement, on en parlait. Donc on a parlé sur les premières tables rondes des problématiques d'identification, de sécurité, et là on a aussi d'autres problématiques qui vont arriver, notamment, voilà, comme tu l'as dit, c'est travailler ensemble, le collaboratif. Donc c'est potentiellement accéder tous ensemble où qu'on soit à des données qui sont relativement critiques. Et donc accéder à la donnée, ça veut dire passer par du réseau quelque part. Réseau domestique, et on n'utilise plus le réseau de l'entreprise. Donc toute cette modification va avoir, et lorsqu'on parle réseau, et lorsqu'on parle collaboratif, en fonction des services qu'on cherche à adresser, on va avoir des demandes qui sont différentes. On va avoir pour certains besoins
besoin de débit. Pour d'autres, on va avoir des problématiques de latence. Évidemment, la téléphonie, la voix sur IP fait partie des outils collaboratifs. Finalement, bon, bah, vous comprenez bien que c'est très très compliqué si on fait une réunion Zoom, par exemple, et que les 5 personnes qui communiquent dans la salle, il y a un lag de 1 seconde, 2 secondes lorsque les personnes communiquent. Ça fait partie voilà, des réalités du quotidien. Et puis, et ça, tu seras amené à en parler tout à l'heure, voilà, c'est travailler aussi ensemble sur des documents. Bon, bah, comment on fait pour s'assurer voilà, que seules les bonnes personnes accèdent aux bons documents, qu'on ait bien des problématiques de versionning. Donc, évidemment, travailler ensemble à distance, voilà, encore une fois, complexifie les problématiques de sécurité et d'accessibilité à la donnée, finalement. Pour partir sur un référentiel commun, c'est vrai qu'on a travaillé sur la certification ISO 27001 et HDS avec Christophe. Parce que voilà, c'est rassurant, c'est facile pour toutes les entreprises, au moins d'avoir ce fil directeur pour assurer la sécurisation du mode collaboratif, voire la classification des documents. Disons que ce qu'il faut prendre conscience par rapport à tout cela, qu'on soit en télétravail ou pas, les mesures de sécurité qu'on met en place sont liées à l'information. Et la question, en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on veut sécuriser aujourd'hui pour nous? Eh bien, la première réponse, ce sont les informations qui ont de la valeur, et qui ont de la valeur pour nous. Or, la valeur de l'information est très subjective. Ainsi, une information qui est partagée entre 2 personnes d'une même société n'aura pas forcément la même valeur. Et donc, forcément, les mesures de sécurité qui pourront être appliquées dessus ne seront pas les mêmes. Parce qu'on donne le choix à l'utilisateur. Et c'est vrai que dans le cadre de l'ISO 27001, la certification HDS, pour nous, il a été important de mettre en place une classification de l'information, classification qui donne non pas la valeur qu'on donne, nous, en fin de compte, au document, mais que la société donne à l'information et aux documents en question. Ce qui fait que, par rapport à cette classification, on va y associer aussi des mesures de sécurité. On va dire qu'une information qui est située sur un espace public, sur nos sites web, bon, il y aura une classification publique et donc les mesures de sécurité y seront appropriées. Et puis d'autres documents beaucoup plus importants, beaucoup plus confidentiels, auront, elles, une classification de type secret ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, les mesures de sécurité seront associées et surtout, tous les utilisateurs adopteront les mêmes mesures de sécurité, quelle que soit en fin de compte la personne qui va toucher au document, quelle que soit la personne qui va toucher à cette information, parce que justement, on l'aura classifiée. Encore une fois, on y revient souvent en termes de sécurité, il faut s'assurer justement que les utilisateurs soient sensibilisés justement à cette politique de classification de façon à ce qu'on mette en place les bonnes mesures de sécurité par rapport justement à cette classification, mais que la donnée, en fin de compte, elle soit en interne, elle soit sur un cloud ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord, donc un des vecteurs, un des moteurs, c'est ta certification, qui est quelquefois voulue, quelquefois subie, etc. Disons que la certification, c'est que, enfin, telle qu'elle est présentée, c'est du bon sens. Donc, à partir de ce moment-là, ça permet de focuser justement sur certains points qui, au préalable, avaient été abordés, sur certains points, en fin de compte, avaient été traités, mais pas en intégralité. Là, ça a permis de le faire. Très bien. Alors, j'ai le retour d'expérience. On a Jean-René Dufief, qui est assureur. Hein, on parle certification, mais aussi on parle assurance. C'est un sujet qu'on aurait abordé un peu plus tard, mais Jean-René nous a dit qu'il était occupé un peu plus tard. Donc, est-ce que cette partie assurance peut amener aussi les entreprises obligatoirement à améliorer leur sécurité, puisque pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un tout petit client qui m'a envoyé le document de son assureur en disant mets-moi au niveau de sécurité permettant d'avoir l'assurance cyber.
Donc, quelle est un petit peu l'approche de l'assureur? Ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, c'est que effectivement, le risque cyber est un risque assurable. Pour répondre déjà directement à votre question, l'approche des assureurs, en fait, est une approche qui consiste, avant de souscrire un contrat d'assurance, de s'informer sur les mesures de protection qui ont été mises en place par le futur assuré sur ce risque-là. Donc, il y a effectivement un certain nombre de questions qui se posent. Alors, je rassure peut-être les petites ou moyennes entreprises. Quand on est sur des tailles de chiffre d'affaires qui sont inférieures à 50 millions d'euros, voilà, on a un balayage d'une dizaine de questions qui permet, entre guillemets, à nous, assureurs, de valider que le système d'information ne reste pas fenêtre et porte ouverte. Bon, ça a un avantage, peut-être également pour l'assuré, c'est que ça lui permet assez rapidement, peut-être par rapport à une démarche ISO qui est un peu plus complexe et un peu plus lourde, au moins d'avoir une première vision de ce qu'un assureur demande pour assurer le risque. Donc voilà, dès lors qu'on passe sur des entreprises effectivement un petit peu plus importantes, là on rentre sur une étude plus approfondie, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre directement à votre question. Après, pour faire le lien avec l'échange de données avec des clients, moi, je peux vous citer, voilà, en conservant effectivement la confidentialité qui va, mais un exemple vécu, hein, où on a un de nos clients qui fait de la prestation de services à façon dans son activité, qui à un moment donné se retrouve gardien des données de son client parce qu'il intervient dessus. Et puis, ce client-là subit une cyberattaque. Alors, forcément, quand on subit une attaque, on imagine assez immédiatement les conséquences directes pour l'activité de l'entreprise. Mais puisqu'on parle d'obligation d'assurance ou d'obligation de réparer, évidemment, lorsque vous êtes gardien des données d'un client et que juridiquement vous subissez une cyberattaque, vous avez l'obligation de prévenir le client, ça va de soi, mais voilà, au-delà de la relation commerciale, il y a bien une obligation juridique qui pèse sur l'entreprise, avec l'obligation qui va de pair, qui est l'obligation de réparer. Et là, les conséquences, vous parliez tout de suite de la valeur qu'on attache aux documents. Si effectivement, même si le client de l'entreprise a une démarche ISO et est capable de chiffrer le dommage lié à la perte de données, ça permet d'avancer plus rapidement. Mais effectivement, ça peut engager des pertes financières lourdes pour des entreprises qui peuvent même être des petites entreprises. Hein, voilà. Moi, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est jeter un coup d'œil avisé sur vos contrats d'assurance RC, parce qu'il y a encore un certain nombre d'assureurs qui continuent à garantir le risque RC en cyber sur les polices d'assurance générale RC. Mais il y a quand même de plus en plus d'assureurs qui aujourd'hui mettent à jour leurs contrats et excluent ce type de garantie. Donc voilà, point de vigilance là-dessus, parce que les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. Merci Jean-René. Je voulais rebondir juste sur un point. Effectivement, là aussi, ça peut être une démarche intéressante pour ceux qui souhaitent souscrire à une assurance cyber. C'est de prendre connaissance des questionnaires, de voir où ils en sont aujourd'hui. Clairement, lorsqu'on voit les questionnaires, on sait quelles sont, entre guillemets, les bonnes cases et les mauvaises cases, celles qui vont potentiellement faire augmenter la prime et celles, à l'inverse, qui ne feront pas augmenter. Et ça nous permet aussi, des fois, d'établir, entre guillemets, une liste de priorités. On sait qu'on a des choses éventuellement à corriger. Ça peut être une démarche intéressante, en tout cas, pour se dire, voilà, j'ai des chantiers en cyber. Je sais que si j'adresse tel point, potentiellement, ça va me permettre de cocher, entre guillemets, les bonnes cases vis-à-vis de mon assureur et potentiellement de faire diminuer la prime. Il faut savoir que c'est
enfin, quand bien même on souscrit une assurance cyber, c'est un peu comme une assurance voiture. Pour autant, on ne souhaite pas se faire cartonner au premier rond-point, quoi. C'est toujours... l'idée, c'est au cas où. Donc, je vous invite potentiellement à questionner votre assureur et à regarder quels sont les attendus. Ou, comme le disait Christophe, de regarder un référentiel qui peut être la 27001, qui peut en être d'autres, pour voir comment vous vous êtes aujourd'hui par rapport aux best practices, entre guillemets. Les prérequis, en fin de compte, j'en ai vu pas mal à ce niveau-là, au niveau des contrats en cyber-risque. Ça devient en fin de compte un début de référentiel de sécurité, le premier référentiel de sécurité de l'entreprise. Et je trouve que c'est plutôt vertueux, en tout cas, pour tout le monde, aussi bien pour l'assureur, bien sûr, mais surtout, en fin de compte, pour l'entreprise qui elle-même va se prémunir d'un certain nombre d'attaques. Bien sûr, pas de tout, le risque zéro n'existe pas avec cela, bien sûr. Mais voilà, ça peut devenir en fin de compte le premier référentiel, en tout cas, de sécurité de l'entreprise. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Merci sur ce sujet. Là, je voulais donner largement la parole à Olivier, parce qu'on a parlé tout à l'heure de données de bureautique, enfin de travail collaboratif ou autre, mais le document de gestion classique de l'entreprise, eh bien, quelle est l'adaptation éventuellement des workflows, qu'est-ce qui a changé sur la sécurité des documents, surtout avec la mise en télétravail, la bannette de factures à payer que l'on connaissait et qui se passait comme ça avec le vaguemestre qui l'a remonté à la compta. Quand on est en télétravail, c'est pas simple. Oui, alors, il y a plusieurs questions. La première, donc je suis bien content qu'après avoir traité longuement les données, qu'on parle un peu de documents. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un document? Au fond, le document dans vos entreprises, il est un peu partout, même un peu trop dispersé. Et vous trouvez des documents dans les mails, on en a parlé, sur les bureaux Windows, avec des fichiers clients qui traînent, qui sont là. Donc, là, je ne parle même pas du RGPD, avant de parler du vol de documents, d'informations, etc. Vous avez également des documents qui sont dans les dossiers papier, beaucoup. Et là, on parle de cybersécurité, mais j'attire votre attention sur le paper sécurité. C'est-à-dire que là, aussi, il y a des risques pour l'entreprise sur les documents qui sont confidentiels, qui traînent sur la photocopieuse, etc. Donc la dématérialisation, évidemment, a des intérêts. Encore faut-il bien structurer, s'organiser et centraliser cette information. Donc l'idée d'une GED, gestion électronique de documents, c'est justement d'abord de sécuriser cette information pour... alors sécuriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déjà avoir du cryptage, souvent sur les outils, cryptage des documents, cryptage de la base de données, on va avoir la traçabilité qui accède, et on peut mettre des alertes, j'en parlais à monsieur tout à l'heure, on peut dire, on peut tout tracer, qui accède aux documents, etc., parce qu'il y a peut-être aussi de la malveillance interne, on n'en a pas parlé, c'est rare, mais ça peut arriver. Et là, moi j'ai un client un jour qui m'a demandé s'il y a plus de 10 téléchargements de documents dans la journée, j'aurai une alerte. Donc c'est des choses qui nous arrivent de mettre en place. Ensuite, il y a la confidentialité dont on n'a pas forcément discuté. Donc là, on a encore le sujet interne. Il faut mettre la gestion des droits sur les documents. Et évidemment, ce n'est pas toujours simple dans Teams ou dans d'autres. Donc le document, quand il est critique, on en a parlé, la criticité du document, c'est extrêmement important de le mettre quelque part avec tous les moyens de sécurité. Sur ta troisième question, sur le sujet qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid. Alors pour nous, évidemment, vous savez que la dématérialisation, souvent, c'est encore un peu le parent pauvre des entreprises. On est très bien équipé en ERP, en plein de choses, etc. Mais je donne un chiffre, il n'y a encore que 20% des TPE, PME, globalement, qui sont équipés de ce type d'outils. Et on a eu des appels assez étonnants pendant la crise et le Covid, et surtout le premier confinement, où, rappelez-vous, on s'est tous précipités, pour certains, avec leur PC sous le bras, etc. La parenthèse, chez DocuWare, on
On est un groupe de 380 personnes. Moi, je m'occupe de la filiale française. DocuWare est un éditeur allemand. En fait, depuis le début, j'étais un des premiers salariés, on n'a pas de bureau. Donc, quand on me dit, et toi, tu es confiné depuis combien de temps? Moi, ça fait 9 ans que je suis chez DocuWare et je suis confiné. Ceci dit, il faut faire un petit peu attention au moral des troupes. Donc, on s'est réunis tous les 3 mois en Allemagne, mais on n'a pas pu le faire pendant 1 an. Donc, tous les 3 mois, il y a toute l'Europe qui débarque en Allemagne parce qu'il faut être ensemble, partager, motiver les troupes, et ça, c'est assez intéressant. Alors, pour en venir sur les appels impromptus qu'on a eu un peu, on a eu, je ne peux pas la citer non plus, on ne cite pas les clients, mais une banque d'affaires qui nous a appelés, qui dit « Moi, je ne peux plus payer mes fournisseurs. » Ah bon? Mais oui, écoutez, nous, on est dans un système de facture fournisseur papier. Il faut aller au bureau tous les... les gens étaient autorisés à aller au bureau. Il fallait relever le courrier tous les 2-3 jours. Et puis après, il fallait que je scanne les factures chez moi et que je les passe dans des systèmes de mail pour les faire valider, évidemment sans aucune sécurité, traçabilité, etc. Parce qu'en fait, quand on parle de workflow de validation de factures fournisseurs, les systèmes hybrides n'existent pas. Soit vous êtes papier, et très bien, mais en télétravail, ça devient tout d'un coup un petit peu difficile. Soit vous êtes entièrement dématérialisé, et dans ce cadre-là, la vie est facile, et là, le télétravail, la mobilité, nomadisme, ça roule parce qu'on met des coups de tampon dans le cadre de documents qui vont circuler en fonction de règles de gestion, et c'est ce qui se passe sur la validation des factures fournisseurs. Mais c'est vrai pour tous les processus d'entreprise. Une demande d'achat, une demande de congé, etc. Tout ça, c'est couvert par la dématérialisation et c'est quelque chose d'important. Maintenant, ce qui s'est passé, pour finir, je garde la parole encore 1 minute, après j'arrête, sur le collaboratif, purement, puisque cette table ronde, elle parle de collaboratif. Collaboratif, c'était de pouvoir pas seulement partager les documents, mais aussi, et ça a été dit, de les versionner, de les annoter, de les faire valider, de les faire circuler. En fait, un document, ce n'est pas quelque chose de... on le stocke et puis c'est fini. Non, un document, c'est dynamique dans l'entreprise. Donc, il doit circuler en fonction de règles de gestion. Et là, grâce quelque part au télétravail, on parlait des nouveaux usages, tout d'un coup, nous qui parlions que de processus métier à nos clients, à nos prospects, nos distributeurs, on s'est mis à revenir au basique et à parler de jet collaborative. Et ça, c'est assez nouveau pour nous parce que, en fait, on avait oublié que notre premier métier, c'était de stocker, de partager, de collaborer sur les documents. On était déjà sur la validation, les workflows, et là, on a un petit peu réfléchi au sujet, et du coup, on communique aussi sur le système collaboratif. Voilà. Donc, en termes de sécurité, donc, il y a eu une augmentation de l'usage, il y a une obligation quelque part de dématérialiser les documents pour y accéder partout. Mais on pouvait aussi utiliser, je ne sais pas moi, pour transmettre des documents, du Dropbox, du WeTransfer, enfin tout ça, non? Alors, oui, mais ce n'est pas très sécurisé. Après, il faut laisser parler les experts. Ça dépend de la criticité du document. Il y a un usage fort, il y a une tendance très forte de fond, et on le voit dans beaucoup de domaines, dans la relation client, dans la relation avec les collaborateurs, au sein des services RH. C'est ce qu'on appelle la digital workplace ou le portail collaboratif. En fait, on ne partage plus des documents uniquement en interne, mais on le partage, alors en interne avec les collaborateurs, d'accord, mais on le partage avec des partenaires, des clients, des franchisés, etc. Et là, il faut prendre toutes les mesures qui vont bien pour sécuriser. Par exemple, quand on envoie un mail à partir de notre outil, on n'envoie plus une pièce jointe. Alors ça va faire plaisir aux DSI parce que vous savez que c'est un drame aussi pour les DSI. Toutes ces énormes pièces jointes qui circulent, ça fait des gigas, etc. Et quand on revient à des usages, c'est ce que nous on préconise à nos clients, c'est qu'en fait, le document qui est stocké dans une GED a toujours une URL. On ne fonctionne que par URL. Eh bien, vous envoyez uniquement l'URL dans le mail. Ou vous pouvez envoyer un groupe de documents. Et du coup, si ça pèse un peu lourd, la personne de l'autre côté peut tout à fait les télécharger sur son poste si elle le souhaite. Mais surtout, il y a le logging mot de passe au passage. C'est-à-dire que je vais cliquer sur le lien, mais je ne vais pas y accéder comme ça directement. Soit je suis logué sur le système et je bénéficie du SSO et puis j'ouvre. Sinon, de l'extérieur, logging mot de passe. Et là, c'est aussi ça de la sécurité. Et on est très loin des outils classiques type Dropbox ou WeTransfer, mais qui ont aussi leur utilité en complément. Ouais, donc, je demanderai à Christophe de me mettre dans le workflow
DocuWare. Et en plus, la personne a la bonne version. Parce que c'est vrai que échanger des emails avec des pièces jointes et tout, bon, on l'a tous vécu. T'as pas eu le dernier document mis à jour, etc. Les listes de prix chez les commerciaux, par exemple. C'est-à-dire que vous envoyez la mauvaise liste de prix à votre client. Donc le versionning, c'est un sujet qui revient souvent. D'ailleurs, on vient de Microsoft, on n'a pas le choix, est incontournable, et c'est aussi un partenaire. Dans notre dernière version, on s'est complètement intégré à Office 365. C'est-à-dire, on bénéficie du collaboratif, parce que travailler à plusieurs sur un document, c'est quand même fantastique. Donc, on bénéficie de cette fonctionnalité d'Office 365, mais tous les documents sont stockés chez nous et on a évidemment la dernière version, mais surtout, on trace toutes les versions. Et voilà, en un clic droit, on retrouve toutes les versions. Donc, ça fait partie du mode collaboratif quand on est à distance, évidemment, et même en entreprise sur site, évidemment, c'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie du rôle des DSI, voire des dirigeants d'entreprise. À un moment, certes, ils peuvent empêcher les collaborateurs, on en a vu beaucoup, dire « non, WeTransfer, t'oublies, c'est juste pas possible, c'est pas sécurisé, voilà ». Il est aussi du rôle du DSI à un moment, au-delà de la sensibilisation bien entendu qu'il a fait de ses équipes, de proposer aussi des solutions. Il est toujours très simple en fait de dire aux utilisateurs, surtout tu fais pas ça, t'as pas le droit d'aller là, faut pas aller faire ça. D'accord. À un moment, qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur? Il va globalement sortir du périmètre de surveillance du SI et il va passer à côté. Et là, il fera ce qu'il veut, y compris potentiellement avec son poste perso, avec, comme on le disait tout à l'heure, je transfère mes éléments sur la clé USB, je viens les mettre de l'autre côté, puis comme ça, je fais ce que je veux. Là, ça, c'est... Alors, c'est vrai que, comme le disait Olivier, les DSI, en général, quand on peut leur dire, surtout les pièces jointes, elles sont plus dans le mail. Alors là, amen, où est-ce que je signe, globalement? Ça se résume à ça. Pourquoi? Parce que, oui, dans la plupart des entreprises, on voit des boîtes mail qui commencent à avoisiner la centaine de gigas, allègrement. Oui, parce que après tout, on prend une photo. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous prenez une photo. La photo, déjà, ça fait quelques mégas, voire à l'approche de la dizaine de mégas. Donc, vous continuez à en envoyer, vous en mettez 3, 4, 5 dans votre mail. Forcément, à un moment, les volumétries explosent. Donc là, c'est un bon moyen, comme le disait Olivier, non seulement de ne plus avoir besoin de joindre ce document, de gérer le versionning avec l'historique également du document, et tout ça de manière sécurisée. Juste pour compléter, Alan, quand vous transférez un mail à quelqu'un, vous le transférez à des dizaines de personnes. Donc, on l'oublie, mais là, c'est exponentiel. Et après, en fait, vous avez un document, il est stocké des dizaines de fois. Et ça, c'est aussi une vraie plaie pour les entreprises. Parce que, encore une fois, quelle version, etc. Mais en fait, il y a des usages. Par exemple, on dit, c'est celui qui est destinataire principal qui doit stocker le document. Et les autres ne se posent même plus la question parce qu'il sera stocké dans la GED et tout le monde trouvera quelque part. Vous savez, on parle d'unicité de la donnée, mais on parle aussi d'unicité du document. Et cette information, elle est à un seul endroit, elle est centralisée dans une GED et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est ce que certains, en fait, par le passé, ont souhaité faire en faisant de la déduplication de pièces jointes au travers de la messagerie. De la messagerie on-premise, par exemple, ceux qui connaissent Domino ou la messagerie Lotus, voilà, c'est des choses qui existaient. Malheureusement, ça ne traitait pas quand même la sécurisation du document. Ça traitait juste, finalement, son espace de stockage. Là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus abouti parce que, j'ai envie de dire, on ne traite plus la conséquence, mais on s'attache finalement au process d'origine et on vient adresser la cause qui est finalement le document lui-même. Alors, donc on a augmenté l'usage des documents, du travail collaboratif en un an et demi. Là. Maintenant, on doit aussi sécuriser tout ça. Oui, les problématiques de sécurité, évidemment. Et puis donner de la bande passante, parce que sinon on pleure. Et un problème de bande passante, je vais y revenir aussi. Alors, évidemment, il faut des outils
éventuellement aussi au niveau de la service de messagerie qu'on va appeler DLP, c'est Data Leak Prevention. On va essayer de sécuriser évidemment le flux entrant, hein, pour se protéger de tout ce qui est spam et autres bêtises, mais il faut aussi sécuriser le flux sortant, et ça, c'est les outils de sécurité doivent inclure de telles options. C'est évidemment indispensable. On en a largement parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'une des sécurités au service de la sécurisation de l'ensemble de ces fichiers documents, la sauvegarde en fait partie. Donc il faut, là encore, même si voilà, le service de fichiers aujourd'hui n'est plus servi on-prem, mais a été délocalisé dans le cloud, eh ben, il faut qu'il soit quand même sécurisé. Et une autre partie importante, Harmonie de Systentia en parlait, tout à l'heure, il faut que je m'assure que ces données, où qu'elles se trouvent, hein, qu'elles soient on-prem ou dans le cloud, public ou privé d'ailleurs, hein, mais on voit bien que finalement, la data et la donnée ou le document se trouvent partout, hein, et donc ce sont des accès qu'il faut sécuriser à chaque fois et s'assurer que uniquement la bonne personne accède à juste une donnée, hein, pas forcément, c'est pas une fois que l'accès est donné, c'est pas pour autant qu'elle peut accéder à l'ensemble des informations de la SI. Donc bien s'assurer que c'est que uniquement la bonne personne accède à la bonne donnée, et on en a parlé tout à l'heure aussi, s'assurer, et c'est le cas avec les problématiques du Bring Your Own Device, s'assurer que uniquement la bonne personne avec le bon device accède à la donnée, parce que le device, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être celui de l'ado de la maison qui est allé télécharger des bêtises qui fait que son device est complètement corrompu. Et en accédant aux données de l'entreprise, et ben, avec ce device corrompu, il va corrompre les données de l'entreprise. Donc, on a effectivement toutes ces problématiques cybersécurité. Et une autre conséquence aussi qui est compliquée, c'est des notions qu'on connaît bien, que tous les DSI connaissent bien sur les problématiques, que les conséquences qu'on a sur le réseau, hein. Vous vous rendez bien compte qu'au cours de cette transformation digitale que les entreprises mènent pour une raison simple, hein, ce sont des outils de productivité. On gagne des parts de marché en étant plus digital, plus agile. Donc c'est pour ça que les entreprises y vont. Et donc qu'est-ce qu'elles font? On migre des services qui étaient servis on-prem vers du as a service, la messagerie, le service de fichiers, le service collaboratif. On va migrer tout partie de notre infrastructure vers des clouds, privés, publics. Finalement, on parlait de château fort, et dans la SI, on-prem, on n'a pratiquement plus rien aujourd'hui. Hein, tout le monde y accède à tous les services qui étaient servis à l'époque on-prem via de l'Internet. Hein. Et donc la problématique, c'est évidemment lorsqu'on a des structures d'entreprise avec le siège social et des, comment on appelle ça, et des succursales, excusez-moi, et ben comment on permet à tout le monde d'accéder aux données, hein. Si tout le monde doit accéder à Internet et repasser par le siège social, dans ce cas-là, la bande passante explose et il faut à chaque fois faire grossir le firewall. Donc, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est de donner accès à chacune des succursales à Internet. Mais ça nécessite, dans ce cas-là, de sécuriser chacune des succursales, c'est-à-dire mettre un firewall dans chacune des succursales. Donc, on déplace la problématique. Comment j'administre, et dans mes petites entités en province, je n'ai pas forcément de compétences informatiques. Donc, comment je mets à jour mes règles de firewall, j'update le firmware. Donc, il faut des outils. Voilà, il y a des vraies problématiques. Cette transformation digitale a des conséquences dramatiques pour le réseau. Et donc, il faut être capable de gérer son réseau de manière intelligente avec des outils de SD-WAN, dans le software defined. On va mettre de l'intelligence, hein, qui va permettre, en fonction des attentes des utilisateurs en termes de débit, en termes de latence, et ben, de choisir tel ou tel réseau en fonction de ces besoins-là. Bref, on voit que cette transformation digitale a des conséquences sur tout le périmètre du SI. Donc, en résumé, tu dis on met des outils plus agiles pour éviter que les utilisateurs bypassent en fait tout ce qui est prévu et aillent activer leur box, leur partage de connexion, etc. On revient à ce qu'on disait avec Alain tout à l'heure. Exactement. Si jamais je dis, écoutez, j'ai mis des outils de Data Leak Prevention, très très bien. Par contre, je vais mettre des règles de firewall, hein, qui vont interdire à mes utilisateurs d'accéder à WeTransfer ou
Et encore, le problématique, c'est qu'il faut les lister. Tous les jours, il y en a Dropbox, tous les jours, il y en a des nouveaux. Donc, eh ben, on le sait et vous le savez. Si jamais les choses simples disponibles sur le marché sont interdites à vos utilisateurs, ils vont contourner vos règles de sécurité pour pouvoir y accéder. Donc, il faut, et voilà, c'est une réalité, il faut, voilà, toutes les données se trouvent sur Internet, il faut être capable de les partager et il faut sécuriser ce workflow. Et donc, évidemment, des outils comme Olivier, où on n'a plus de pièces jointes qui se trimballent, on a juste des liens sécurisés avec de l'identification, comme parlait tout à l'heure Harmony. Voilà, ce sont aujourd'hui, on sait très très bien que ce sont des outils vers lesquels le marché avance, hein, très clairement. Donc, en résumé, trop de sécurité tue la sécurité, quelque part. Tout à fait. Donc, les solutions ça simples. c'est sûr, hein. Il y a des exemples concrets de une grande chaîne de télévision il y a quelques années qui s'est fait bananer, qui du coup a augmenté sa sécurité à un niveau extrêmement fort et qui s'est rendu compte quelques temps après que finalement il ne voyait plus, ou presque, sur le SI de l'entreprise certains collaborateurs. Ils se posaient des questions, pourtant les collaborateurs viennent, ils sont là. En regardant de plus près, ils se sont aperçus que finalement ces collaborateurs-là, parce qu'il y avait trop de sécurité, qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'information qu'ils souhaitaient, ont décidé tout simplement de mettre leur téléphone en point d'accès et de faire comme ils l'entendaient. Voire même, pour certains d'entre eux, carrément de ramener de l'équipement de chez eux en entreprise pour diffuser du Wi-Fi, des choses comme ça. Donc là, on se rend compte à un moment, il est préférable de toujours garder un œil finalement sur ses collaborateurs et toujours de proposer des solutions. À un moment, c'est comme un barrage, hein, si vous verrouillez vraiment trop, ça finira par passer sur les côtés, ça c'est sûr. Donc, pour simplifier les choses, en quelques mots, parce que je crois qu'on a un peu débordé, quelques petites astuces simples pour sécuriser la collaboration, justement. Olivier, le document, soit utiliser des solutions comme les tiennes, hein, ça peut être sympa. Ne pas laisser les documents s'éparpiller n'importe où, les chiffrer. Oui, je crois qu'il faut tout simplement que chaque entreprise réfléchisse à organiser et structurer ce qu'on appelle son plan de classement déjà. Ça, c'est tout simple, c'est-à-dire que comment on s'organise. Alors, on peut le faire au départ dans des répertoires Windows, mais moi, je déconseille pour des problèmes de traçabilité, de sécurité, de confidentialité, vous l'avez bien compris. Hein. Maintenant, tout dépend vraiment de la criticité des documents. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre tout dans une JED, ça dépend de son activité, de la criticité. On peut mêler différents outils, du Dropbox, du Google Drive avec une JED, on peut même faire des passerelles. Donc là, c'est vraiment chaque entreprise doit réfléchir à cette partie-là. Encore une fois, on parle vraiment toujours d'ERP, de CRM, etc. Et assez peu de JED parce que ça existe depuis 30 ans, hein, la gestion électronique des documents. Et pour autant, on voit par exemple le RGPD. Hein, beaucoup de boîtes quand même si les statistiques nous disaient le contraire, se sont mis pour la plupart en conformité RGPD sur leurs données. Eh ben, je vais vous dire, très rarement sur les documents. J'apprécie d'ailleurs fortement quand on étudie un dossier avec toi, c'est que pour les gens réfractaires ou les gens nostalgiques de leur répertoire Windows classique, sur la solution DocuWare, on peut émuler l'interface pour faire croire plus ou moins que... Non, c'est vrai, je ne pensais même plus à ça. En fait, vous avez, mais ça c'est propre à tous les systèmes d'information, on appelle l'accompagnement au changement. Hein, terrible. C'est terrible pour les consultants, les DSI et autres, parce que soit les gens refusent l'obstacle, donc ne veulent pas utiliser un nouvel outil, quel qu'il soit. Alors nous, on n'a pas lié ce sujet depuis très longtemps. On a reproduit virtuellement les répertoires Windows, qui sont le reflet, en fait, de ce qu'on appelle des index dans la JED. Merci Alain. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, dans vos répertoires Windows, vous allez retrouver un document par fournisseur. Imaginez, c'est une facture. Et puis, ce même document, cette même facture, vous allez le retrouver dans le répertoire par affaire. Et puis, même, vous allez le retrouver parce que vous êtes
dans quelque chose de linéaire dans vos répertoires Windows. Eh bien, effectivement, cette virtualisation des répertoires Windows, elle permet même de stocker les documents en les glissant déposés dans les répertoires Windows, et ça va récupérer les métadatas, mais surtout d'avoir une vue à 365 degrés sur les documents. C'est-à-dire que je vais rechercher dans mes répertoires Windows, il ne sera pas dupliqué le document. Il sera là virtuellement sur le poste de travail, et de toute façon, il est stocké dans la GED. Donc ça, c'est une fonctionnalité à laquelle je ne pensais pas. Ce qu'il faut, c'est toujours garder de la simplicité dans les outils et ne jamais complexifier. C'est toute la difficulté de l'agilité. Hein, on parlait, est-ce que la sécurité s'oppose à l'agilité un peu, ça pose des contraintes, mais au final, on peut réussir à faire des choses quand même pas mal. Et je remercierai, pour conclure sur ce sujet, mon DSI, Christophe, de m'avoir mis à disposition un Dropbox, une sorte de Dropbox qui s'appelle Storage chez nous, qui est un endroit de partage collaboratif, mais sécurisé sur nos data centers. Et je le propose à mes clients aussi, ça évitera de retrouver des photos de famille sur le Dropbox qu'on oublie, etc., en même temps que des documents confidentiels d'entreprise. Et n'oubliez pas d'identifier vos données aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas où sont réellement leurs données. Elles ont une vague idée globalement de où elles sont stockées. Aujourd'hui, avec le collaboratif, on a eu tendance là aussi à mettre de la donnée potentiellement à l'extérieur. Sachez bien où elles sont stockées si à un moment vous voulez les classifier. Merci pour ces échanges.